Bonjour les amis, on se retrouve pour ce nouveau format de vidéo. Comme vous avez été très nombreux et on vous en remercie d'avoir réagi sur la vidéo des vinyles. Aujourd'hui, comme promis, c'est une vidéo spéciale anecdote et c'est des anecdotes qu'on viendra mettre un peu toutes les semaines. Ça sera la petite vidéo du vendredi. Voilà, c'est parti. Voilà les amis, on commence par ça, on commence par cette histoire, un cochon dans le ciel. On est en janvier 1977, le 10e album des Pink Floyd voit le jour, Animal. C'est un album conceptuel qui tranche avec tout ce qu'ils ont fait avant. Effectivement, là on est plus dans quelque chose qui va être très critique sur la société anglaise. Pour réaliser cet album, ils se sont inspirés de George Orwell et La ferme des animaux pour être plus précis. Le concept de la pochette est confié alors à une société de graphisme londonienne et en fait cette société va faire une photo. La pochette n'est pas un dessin, ça trompe beaucoup de monde, mais ce n'est pas un dessin, c'est une photo qui est extrêmement travaillée et ça prouve à quel point les Floyd étaient très en avance sur leur temps. Le concept de la pochette est le suivant, c'est un dirigeable en forme de cochon qui est au-dessus d'une centrale électrique à charbon. Donc il y a deux grosses cheminées, le dirigeable est entre les deux cheminées et au-dessus de la centrale, et le concept de la pochette est plus ou moins le suivant. En fait, le cochon, donc cet animal un peu sale, regarde la société du ciel. Pour la faire courte, on est plutôt là-dessus. Le jour où la fameuse photo est prise, il y a énormément de vent. Le dirigeable va se détacher, va prendre de l'altitude, si bien qu'au bout d'un moment, il n'est plus vu du sol. On retrouve sa trace 40 000 pieds plus haut. En fait, c'est des avions de ligne qui vont envoyer des messages à la tour de contrôle de l'aéroport de Londres pour signaler qu'il y a un dirigeable en forme de cochon dans le ciel. Ouais, je sais, ça peut paraître très étrange comme ça, mais c'est ce qui va se passer, et du coup, les autorités aériennes, en fait, vont stopper net le trafic aérien, car le cochon, en fait, se trouve dans le couloir aérien, et donc, c'est le jour où les Pink Floyd ont fait fermer l'aéroport de Londres. Première anecdote, les amis. Pour cette deuxième anecdote, on va directement en 2000. C'est à ce moment-là que sort le deuxième single de l'album The Battle of Los Angeles des Rage Against the Machine, Sleep Now in Fire. À son habitude, le groupe Rage Against the Machine, très engagé, va traiter essentiellement dans cette chanson de l'esclavagisme, de la domination américaine, de la bombe atomique et de l'utilisation du napalm pendant la guerre du Vietnam. Je vous invite à aller sur notre site internet Rock is Not Dead, où vous allez avoir beaucoup plus d'anecdotes et beaucoup plus de trucs qui sont racontés sur la chanson, notamment le contexte et le nom de l'album aussi. Pour réaliser le clip, ils vont prendre une pointure de l'époque, ils vont prendre Michael Moore. Michael Moore, c'est celui à qui on doit aussi le documentaire Bowling for Columbine. C'est un réalisateur très engagé, il fait toujours des films documentaires très engagés, notamment que ce soit pour le climat ou comme pour Bowling for Columbine avec la vente d'armes aux États-Unis. Le clip prend comme décor le parvis de la bourse de New York. Faut s'imaginer Wall Street, quoi. Et malgré les réticences de tous les traders et de toutes les autorités boursières, le groupe arrive à avoir l'autorisation de tourner sur ce parvis. Le groupe invite plusieurs de leurs fans à venir les rejoindre pour faire le public. Effectivement, au début, tout se passe bien, tout est nickel, les Rage commencent à jouer, tout se passe nickel, jusqu'au moment où l'équipe de tournage décide de rentrer de force dans la bourse. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Quelques années avant, 7 ans auparavant, pour être précis, en 93, il y avait déjà eu une série d'attentats contre le World Trade Center. Alors là, je t'explique pas, des gens qui rentrent comme ça dans la bourse, il y a eu un vent de panique et tout le monde a dû être évacué. Sauf que on n'est pas à la clôture de la bourse, on est au milieu d'après-midi, la séance boursière est fermée. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'en vérité, ça n'était jamais arrivé depuis le krach boursier de 1929. Voilà, ça c'est le jour où les Rage Against the Machine ont fait fermer la
bourse de New York. La prochaine histoire, elle est quand même assez hallucinante et ça prouve à quel point en fait les communautés musicales, surtout la communauté métal, et plus particulièrement celle du heavy metal en l'occurrence dans cette histoire, est soudée. Je vais vous parler du groupe Def Leppard. Def Leppard, c'est un groupe de heavy metal qui a surtout eu son heure de gloire dans les années 80. Enfin, 80, n'empêche qu'en 2009, le groupe compte 65 millions d'albums vendus sur toute leur carrière, ce qui est déjà relativement bien. Def Leppard, c'est la contraction de Diff Leopard, qui veut dire léopard sourd. Nous sommes au début de l'histoire en 1978. Le groupe Def Leppard, donc du coup, cherche un batteur. Ils vont auditionner plusieurs batteurs, ils vont tomber sur le batteur Rick Allen, alors âgé de 15 ans. Rick Allen est un petit génie de la batterie, il a commencé à l'âge de 10 ans et il maîtrise vraiment son instrument. Le groupe prend vite de l'ampleur. Le 31 décembre 1984, notre cher Rick décide de rouler en direction de chez ses parents pour fêter le nouvel an, sauf que les choses vont pas totalement se passer comme prévu. En effet, alors qu'il roule déjà à vive allure sur une petite route avec sa Corvette, on a une Alfa Romeo qui surgit d'on ne sait où, qui essaye de le doubler, elle n'y arrive pas, elle se rabat, elle percute la voiture de Rick Allen fait plusieurs tonneaux. Tout aurait pu bien se passer, sauf que notre cher Rick n'avait pas mis sa ceinture, du coup, plusieurs tonneaux, il est éjecté du véhicule, son bras reste coincé dans le véhicule, il se fait arracher le bras gauche, et c'est un peu... C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. L'histoire aurait pu s'arrêter là, on aurait pu se dire bah Def Leppard c'est fini, ou Def Leppard recherche un batteur. Sauf que là, le truc c'est que il y a un soutien de la part des membres du groupe et du staff en général qui vont dire non, il faut garder Rick. Surtout la communauté du heavy metal va se précipiter au chevet de notre Rick, si bien que Rick se lie d'amitié avec Jeff Rick, qui n'est autre que le ex-batteur de Statu Quo. De cette amitié va naître un projet un peu dingue, une batterie spécialement pour notre ami Rick Allen. Et effectivement, à force de travail, d'acharnement, ils vont trouver un système de batterie fonctionnel, avec un système de pédales et tout ça, enfin un truc complètement barré, qui va faire que Rick Allen va pouvoir rejoindre Def Leppard. Et surtout, ce qui est quand même incroyable, c'est que en 2019, si je dis pas de bêtises, Def Leppard était une des têtes d'affiche sur la main stage du Hellfest, et Rick Allen était là puisqu'il n'a pas quitté le groupe depuis cette époque. Big up à toute la communauté heavy qui s'est vraiment démenée, ça a été une histoire de deux haies. Bon les amis, il est inutile de vous présenter le prochain groupe ni le prochain morceau, à savoir Led Zeppelin avec Stairway to Heaven. Nous sommes au début du printemps 1970, le groupe est en train de plonger. Déjà, c'est pas plonger, c'est plancher. Sur Led Zeppelin 3, donc le troisième opus, Jimmy Page et Robert Plant sont en train de travailler donc sur les compos qui vont alimenter ce prochain album. Et comme bien souvent, ça part toujours d'une idée un petit peu compo. Et d'un coup, Jimmy Page va jouer un arpège. Cet arpège sonne vachement bien, sauf que ça trouve pas preneur au sein du groupe. Et Jimmy Page va laisser ce morceau de côté. Ils arrivent à sortir leur troisième opus, Led Zeppelin 3. Et commence déjà à travailler un petit peu sur un successeur. Vous allez voir au niveau du nom de l'album, ils sont allés très très loin, chercher quelque chose de très original. C'est à ce moment-là que Jimmy Page décide de ressortir son intro en arpège, qu'il a vachement amélioré au fil du temps, parce qu'il trouvait que ça sonnait très très bien. Et là, le groupe dit « Waouh, c'est génial, c'est magnifique, il y a de quoi y bosser ». Tous les membres du groupe commencent à travailler donc sur cette fameuse intro en arpège. C'est à ce moment-là que naît Stairway to Heaven, enregistré en studio en décembre 1970, et qui apparaîtra bien sûr sur l'album Led Zeppelin 4, écrit en chiffres romains bien sûr, qui sortira lui le 8 novembre 1971. C'est la chanson la plus diffusée sur les ondes américaines, et c'est hyper surprenant parce qu'il faut savoir que le morceau dure 8 minutes. À tout casser, je crois bien, c'est à peu près ça, c'est entre 7 et 8 minutes, je m'en rappelle plus. Alors, la petite histoire, la petite anecdote qui est assez fun, si on peut dire ça comme ça, dès la sortie de l'album, une polémique va naître qui est alimentée par des groupes religieux, en fait, des groupuscules. Faut bien se mettre en tête que quand même, les États-Unis, ça reste un pays
extrêmement puritain. La polémique va naître du fait que si on joue des morceaux à l'envers, en l'occurrence Starway to Heaven, effectivement on peut entendre « Ceci est pour toi, mon doux Satan ». Pour fonder leurs propos, ces groupes religieux en fait vont partir du principe aussi que Robert Plant est fan d'occultisme. Robert Plant et les autres membres du groupe vont essayer de se défendre en disant que c'est absolument faux. Il faut savoir qu'ils ont été profondément, mais profondément blessés par toute cette histoire. Alors, je vous rassure tout de suite, malgré les polémiques qui ont été suscitées par cette histoire, l'album s'est vendu, mais rien qu'aux États-Unis, 24 millions d'albums. Donc autant dire que faut avoir de la sympathie pour le diable. Notre prochaine histoire est peut-être une des histoires les plus what the fuck de la planète rock. Je dois avouer que moi je la connais depuis extrêmement longtemps, mais j'en ai parlé avec des gens qui la connaissaient pas forcément. En fait, c'est le Paul is Dead Gate. On part du principe que Paul McCartney est décédé en 1966. Que celui qui joue Paul McCartney, oui, parce que du coup, il joue Paul McCartney, est un sosie. Alors tu me diras pourquoi ils ont fait ça. Ils avaient peur qu'un grand nombre de fans se suicident, et surtout, économiquement, pour la maison de disques, ça la foutait pas très bien. Enfin ça c'est sur les principes, hein. On est en pleine théorie du complot, il faudrait peut-être même appeler Mulder et Scully pour résoudre le truc. Tout commence le 12 octobre 1969. Un DJ américain va recevoir un coup de téléphone, on va lui dire qu'il faut jouer le morceau des Beatles Revolution 9 à l'envers. Chose qu'il va bien sûr faire dans la foulée, évidemment, vous vous en doutez bien. Et qu'est-ce qu'on peut entendre quand on joue ce morceau à l'envers ? Pardon, coupure de tournage. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre sur Revolution 9 des Beatles quand on joue à l'envers ? On peut entendre Turn Me On, Dead Man, Allume-moi, Homme mort. Ça va susciter pas mal de trucs parce que cette histoire va être pas mal médiatisée. Ça va susciter pas mal d'interrogations. Et pour ça, il y a tout un jeu de pistes qui va se mettre en place. Alors vous allez avoir l'enquête détaillée sur le site internet, je vous conseille d'aller voir. C'est assez fascinant comme truc et c'est complètement barré. Du coup, les gens vont commencer à analyser la pochette du dernier album en date du groupe, à savoir Abbey Road. Et là, ça va être un festival de trucs plus pareils les uns que les autres. Je m'explique. McCartney, sur la pochette de l'album, comme vous pouvez le voir sur le côté, elle est pieds nus. Il faut savoir que dans la culture hindoue, quand elle est pieds nus, c'est trépas, en fait, le décès. Premier truc, qui est un peu louche. Il faut savoir que le groupe, à ce moment-là, est complètement converti à l'hindouisme. Ringo Starr, lui, est habillé tout en noir, comme s'il était effectivement en deuil. Et ça, c'est la version du deuil en Occident. Lennon, lui, est habillé tout en blanc, ce qui est signe de deuil en Orient. Oui, je sais, c'est complètement barré, mais vous n'avez pas encore tout entendu, et surtout, je vais m'attarder que sur Abbey Road. C'est pour ça que c'est important d'aller voir toute l'enquête qu'on va mettre sur le site, mais je vous parle même pas de Sgt Pepper, qui, lui, est sorti en 67, quoi. Accrochez-vous bien, c'est du lourd. Quand on regarde la pochette, il y a un truc qui saute aux yeux, mais on sait pas ce que c'est, ça attire l'œil. En fait, si vous regardez bien, McCartney, lui, marche d'un pas différent par rapport aux autres membres du groupe. Au fond de la pochette, on peut voir un corbillard. Il faut savoir qu'Abbey Road sort le 16 septembre 1969. McCartney est mort en 66, je le rappelle. Il est gaucher. Sur la pochette de l'album, il tient sa cigarette de la main droite. Le jeu de piste se poursuit encore à l'heure actuelle, c'est carrément hallucinant. Pour vous donner un petit exemple en plus, j'adore donner des petits exemples en plus, je suis désolé pour la prononciation, mais sur le morceau I'm So Tired, si on le passe à l'envers, on peut entendre « Paul est un homme mort, il me manque, il me manque, il me manque ». Si vous voulez en savoir plus sur le Paul is Dead Gate,
L'enquête complète sera sur le site internet, l'adresse sera en description. Il y a plein de trucs à aller voir, plein d'autres anecdotes qui figurent pas dans ce que je vous ai dit dans ces vidéos. On a voulu faire un parallèle et que vous ayez plein d'autres surprises en allant sur le site. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Ce sera nos petites vidéos du vendredi. Il y aura 5 anecdotes en général, je pense, où on s'attaquera plus un album, parce qu'il y a des albums type Hockey Computer de Radiohead où il y a tellement à dire que ça nous prendrait bien une vidéo, je pense. On espère vraiment que le confinement se passe bien, on fait un pick-up à nos équipes médicales et tous ceux qui sont sur le terrain pour continuer à faire vivre le pays. Surtout, ne sortez pas, évidemment. Je vous fais plein de bisous, comme d'hab. Yeah, Esprit Rock. Je vous remercie énormément encore pour vos retours sur la dernière vidéo sur les vinyles. Merci à tous ceux qui nous ont contactés pour nous dire qu'elle était géniale la vidéo et qu'on avait une belle collection de vinyles. Je vous remercie. Et je vous dis donc du coup sûrement à vendredi prochain. Jusque là, soyez prudents, restez chez vous, amusez-vous bien et écoutez de la musique. Rock is not dead.